Bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noblard. Et de l'actu, il y en a. Au programme aujourd'hui, des retours de légende en pagaille, suivis d'un méga instant cocorico avec de bonnes nouvelles concernant les JO notamment, et de moins bonnes. Nous évoquerons également le cas de Devin Haney. A-t-il fait soulever les foules? Spoiler, oui, mais ce n'était vraiment pas positif. 7 mois après sa première défaite, Daniel Dynamite Dubois est-il parvenu à se relancer? Enfin, Joshua Fury Wilder Usyk, qu'est-ce qui se passe chez les poids lourds? On vous explique le tout dans notre main event. Mais avant cela, veillez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons une annonce XXL à vous faire. Si vous aimez nos flashbacks, nos épisodes de l'embrouille et la reprise, vous allez être ravis. Pour l'heure, faites sonner la cloche. La reprise épisode 5, c'est parti! On vous le dit et on vous le répète, 2021 est l'année des retours. D'abord, celui de Floyd Mayweather. Impossible d'être passé à côté. Dans la nuit du 6 au 7 juin, le Pretty Boy d'aujourd'hui 44 ans affrontait le YouTuber Logan Paul à Miami. Rassurez-vous, sa streak d'invincibilité tient toujours. De toute façon, le combat, ou plutôt cette parodie de combat, comptait pour du beurre. L'unique manière de remporter la victoire pour Mayweather aurait été de mettre la starlette KO, ce qu'il n'est pas parvenu ou n'a pas réellement cherché à faire lors des 8 rounds qu'il a dominés de la tête et des épaules. De son côté, la starlette s'est contentée de tenir sur ses 2 jambes, quitte à agripper son adversaire assez régulièrement, pour ne pas dire systématiquement. Cela a d'ailleurs beaucoup amusé les internautes. Si amuser est le bon terme à employer, d'autres lui préféreront atterrer. C'est selon. Une fois le cirque terminé, l'ex-champion du monde a déclaré « Il était bien meilleur que je ne le pensais. Ça a été une soirée amusante. » Pour lui, peut-être. Pour les spectateurs, derrière leurs écrans, qui ont déboursé plus de 40 € pour voir ça, pas sûr. Tiens, ne tenons-nous pas là l'unique raison qui justifie l'existence de ce combat? Floyd Money Mayweather a été fidèle à son surnom. Allez, next. Après Mayweather, c'est au tour d'une autre légende de remonter sur les rings, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement du boxeur considéré comme le meilleur toutes catégories confondues des années 2000. Le multiple champion du monde, Dieu vivant, aux Philippines, Manny Pacquiao. Mais attention, là où son ancien rival, Money Mayweather, a choisi le buzz et les billets verts, El Senator, lui, fait honneur à sa réputation d'éternel compétiteur avec un défi de taille. Peut-être même le plus grand de toute son immense carrière. On avait laissé Pac-Man il y a 2 ans sur une victoire. Sa 62e en pro. Mais pas n'importe laquelle. Au terme d'un combat des plus accrochés, le Philippin était déclaré vainqueur de Keith Thurman pour le compte de la ceinture WBA des poids welters. Près de 20 ans après son premier titre chez les pros. Là déjà, l'exploit se passait de commentaires. Depuis, des rumeurs insistantes l'envoyaient du côté de la MMA, notamment de Conor McGregor. Mais bon, entre sa carrière de sportif, d'homme politique, d'acteur et de chanteur, vous imaginez bien que son emploi du temps est plutôt chargé. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, surprise, tout est parti d'un tweet. Pacquiao versus Spence, le 21 août à Las Vegas, Nevada. Un combat pour l'histoire, mais aussi pour les ceintures WBC et IBF des poids welters. Ce n'est pas choisir la facilité. Plus d'une décennie les sépare. À 31 ans, Errol Spence est classé selon BoxRec comme le 2e meilleur pugiliste de la planète. Le maître incontesté des welters avec Terence Crawford. Le garçon a un CV qui parle pour lui. 27 combats pour autant de victoires, dont 21 par KO. Miraculé d'un accident de la route fin 2019, Spence continue d'écrire sa propre légende. Terrasser Pacquiao pourrait lui faire passer un cap supplémentaire. Mais Mayweather l'a prévenu. Même à 42 ans, le Philippin est encore et toujours très dangereux. Si le combat s'éternise, Manny pourrait bien créer l'exploit. Pour s'assurer la victoire, Spence devra le mettre KO, ce que seuls 3 hommes sont parvenus à faire. Le dernier en date étant Juan Manuel Marquez, il y a presque 9 ans. Alors, Pac-Man réussira-t-il un retour à la George Foreman en 94
Alors le plus vieux champion du monde des poids lourds, ou va-t-il s'incliner devant la jeunesse et le punch d'Errol Spence? Réponse, le 21 août. On vous laisse prendre les paris en commentaire. Une légende philippine peut en cacher une autre. Pacquiao n'est pas l'unique enfant chéri de l'archipel. Vous voyez où on veut en venir. Mettez les drapeaux en berne. C'est le moment d'ouvrir notre instant cocorico. C'était l'une des grosses affiches de ce week-end. Samedi 29 mai à Carson, en Californie, le Lensois Nordin Oubaly défendait sa ceinture WBC des coqs pour la 3e reprise. Cette fois, face à un monstre sacré du circuit. Un homme qui a été champion dans 4 catégories différentes. The Filipino Flash, Nonito Donaire. Malheureusement pour notre Français, l'issue n'a pas été celle escomptée. Mis KO au début du 4e round, le Benjamin de la fratrie Oubaly a concédé sa première défaite chez les pros. Dans une salle acquise à sa cause et sous les chants « The King is back », Donaire récupère la ceinture qu'il avait dû rendre vacante en 2011. Alors oui, The Flash est un boxeur exceptionnel qui mérite sa victoire. Loin de nous l'idée de la jouer mauvais perdant. Cependant, on ne peut que constater les conditions ubuesques dans lesquelles Nordin a été contraint de défendre son titre. Nous l'avons évoqué brièvement dans le précédent épisode. Sa préparation tronquée a été indigne d'un champion de son rang. On vous explique pourquoi. Malade du Covid en fin d'année dernière, Nordin avait dû repousser le combat initialement prévu pour décembre. Dans l'incapacité de combattre, son titre lui avait alors été retiré par la WBC, avant que celle-ci ne lui donne finalement l'occasion de le défendre le 29 mai. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. À cause de problèmes de passeport liés à la situation actuelle, Nordin a failli ne pas pouvoir se rendre aux États-Unis. On se souvient d'ailleurs de son fameux tweet à l'attention d'Emmanuel Macron. Ce serait amusant si ce n'était pas aussi tragique. On parle d'un des plus grands boxeurs français actuels, un immense champion qui en est réduit à implorer de l'aide sur les réseaux sociaux. On peut parier que si ce genre de problème s'était présenté pour un footballeur ou même un chef d'entreprise, ça ne se serait jamais passé comme cela. Ces problèmes de visa l'ont même poursuivi jusqu'au Mexique, où il se préparait, obligé à une semaine du jour fatidique à interrompre sa préparation pour se rendre à l'ambassade. Un véritable parcours de croix. Et là, vous vous posez peut-être cette question. Pourquoi n'a-t-il pas défendu sa ceinture à domicile, en France, comme la plupart des champions ont l'opportunité de le faire? Tout simplement à cause du manque de médiatisation de la boxe dans l'Hexagone. Nordin avait beau détenir une ceinture WBC, peut-être la fédération de boxe la plus prestigieuse au monde, celle des Mohamed Ali et autres Mike Tyson, on ne lui a pas donné l'opportunité d'organiser un championnat du monde dans son propre pays. À la place, il a dû aller boxer presque à l'extérieur, dans une salle 100% acquise à la cause de son adversaire. Il a été traité comme un challenger. D'ailleurs, pas en pleine possession de ses moyens, c'est avec cet état d'esprit que Nordin a attaqué la rencontre, se montrant très agressif dans les 2 premiers rounds. Il savait sans doute que s'il laissait filer les premières reprises, il ne pourrait certainement pas revenir. Il a réussi à placer de bons coups, notamment son crochet du gauche, mais cela l'a également poussé à prendre trop de risques. Dans le 3e, c'est un contre de Philippin qui initie l'échange qui voit Nordin tomber une première fois les 2 genoux à terre. Puis le reste du round a été un calvaire conclu par un terrible uppercut du gauche. Plus du tout lucide dans la 4e reprise, Oubaly continue d'attaquer pour combler son retard, au lieu de temporiser, et se fait finalement cueillir sur un nouveau contre, cette fois fatal. Victime des circonstances et face à un boxeur génial de la trempe de Donaire, Nordin faisait face à un défi trop grand pour cette fois. Ce combat est à mettre en parallèle avec l'autre affiche du week-end dernier, celle opposant l'américain Devin Haney au vénézuélien Jorge Linares pour la ceinture WBC des poids légers. À Las Vegas, le local a eu très chaud. Redoutant l'expérience de son adversaire, le champion américain a boxé tout en gestion, fuyant son challenger avec son jeu de jambes tonique et se contentant de mener au point grâce à son allonge. Plus aussi mobile dans les 3 ou 4 derniers rounds, Haney s'est même fait surprendre. Malmené par les séries de coups surpuissants de Linares, il s'est agrippé plusieurs fois à son adversaire pour limiter la casse et s'accrocher à la victoire. Une victoire obtenue au point, mais sous les huées de son propre public. Comme quoi, boxer à la maison
dans des conditions favorables, change véritablement la donne. C'est la fameuse différence entre boxer dans le costume du champion ou dans celui du challenger. Nordin a déclaré ne pas douter qu'il recombattra un jour pour un titre mondial. Au vu du parcours extraordinaire du bonhomme, qui a surmonté des circonstances de vie extrêmement difficiles pour devenir champion du monde, on le croit volontiers. La trajectoire de Nordin Oubaly est l'une de celles que seul le noblard peut dessiner. Donner, lui, s'est ouvert une voie royale pour un choc au sommet face à Naoya Inoue, numéro 1 de la catégorie et détenteur des ceintures WBA et IBF. Ce dernier l'avait d'ailleurs déjà battu fin 2019 après un combat historique qui avait été nommé Combat de l'année par Ring Magazine. La réunification des titres poids coq, c'était le rêve de Nordin. En cas de victoire du japonais, le franco-marocain pourrait éventuellement obtenir un combat. Après tout, en novembre dernier, Oubaly était venu à bout de Takuma Inoue, le frère de Naoya. Et au Japon, qui plus est, Naoya pourrait avoir envie de venger son petit frère. Affaire à suivre. Concernant l'autre affiche, David Haney semble également se diriger vers une réunification. Teofimo Lopez lorgne sur la ceinture WBC, la seule qui manque à sa collection chez les légers. Face au boxeur de l'année 2020, Haney devra faire plus que ce qu'il nous a montré samedi soir, s'il veut espérer arracher la victoire. Bon, Nordin Oubaly sans ceinture, nous allons peut-être bientôt avoir de quoi se consoler. En effet, vendredi 11 juin, à Guérande, David Papo va disputer le combat de sa carrière. Un championnat du monde IBA des poids super welter. Une catégorie qui, entre Sissoko et Chara, réussit définitivement à nous Français. Opposé au Russe Yevgeny Terentiev, David aura fort à faire. Les deux gauchers ont des styles diamétralement opposés. Terentiev est un pur cogneur, alors que Papo, lui, mise plus sur son coup d'œil. Soutenu par son public, environ 1000 personnes sont attendues pour assister au combat, le Français est annoncé favori. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Chez les amateurs, vous n'êtes pas sans savoir que les JO arrivent à grands pas, à partir du 23 juillet pour être précis. Plusieurs de nos franchises ont d'ailleurs récemment validé leurs billets pour Tokyo. Parmi eux, on peut citer Mourad Aliev, 25 ans, né russe, arrivé dans l'Hexagone en tant que réfugié politique à l'âge de 6 ans et naturalisé français en 2017. Une Olympiade après Tony Yoka, Mourad tentera de décrocher la plus belle des médailles dans la catégorie des super lourds. Les JO, il en rêve depuis tout gosse. Décrit comme appliqué et sérieux, le Golgoth de 2,01 m pourrait être l'une des belles histoires de l'été, au milieu des Samuel Kisto-Uri en moins 57 kg, Bilal Benama en moins 52 kg et Sofiane Oumia chez les moins de 63 kg. Rappelant que ce dernier avait déjà ramené la médaille d'argent de Rio. Vous connaissez la suite logique. Un petit mot pour signaler également la qualification de Maïva El Veneno à Madouche. La policière sera notre unique représentante chez les dames. On vous en reparle dans le prochain numéro. Puisqu'on est toujours dans l'instant cocorico, c'est le moment d'évoquer une rumeur. Une fois encore, notre Tony Yoka national en est au cœur. Sans combat prévu pour le moment, le désormais champion de l'Union européenne poids lourd pourrait croiser les gants avec Filip Hrgović. Si son nom vous dit vaguement quelque chose, c'est normal. Tony avait déjà battu le Croate en demi-finale du tournoi olympique à Rio, ainsi qu'en quart de finale du championnat du monde amateur des poids lourds. Depuis, comme le français, Hrgović est passé chez les pros. Il y a fait de sacrés dégâts, avec 12 victoires, dont 10 par KO pour aucune défaite. Sachant que leur combat en amateur avait déjà été assez accroché, on aimerait bien voir ce que cela donne aujourd'hui. Pour les deux hommes, une victoire pourrait être un vrai tremplin en attendant que les cadors de la catégorie règlent leurs histoires. La transition est toute trouvée pour notre main event. Mais avant d'y arriver, un petit mot sur le petit jeune qui monte. Après un coup d'arrêt face à Joe Joyce, la faute à une vilaine double fracture de l'orbite, Daniel Dubois a effectué son grand retour sur les rings. Face au Roumain Bogdan Dinu, Dynamite a été plutôt expéditif, remportant le combat par arrêt au tout début du deuxième round. Il s'adjuge au passage le titre intérimaire des poids lourds WBA. Le régulier étant détenu par Trevor Bryan, la suite logique voudrait que les deux hommes s'affrontent. Quoi qu'il en soit, cette victoire relance Dubois dans sa course au championnat du monde. Joshua Fury et tous les autres sont prévenus. En parlant de ça,
quelle pagaille chez les poids lourds. On nous avait annoncé le duel Joshua-Fury pour la domination sans partage de la catégorie reine. Le contrat était même signé. La date officielle, le 14 août. Le lieu également, l'Arabie Saoudite. On en salivait d'avance. Mais tout est tombé à l'eau. C'était sans compter sur l'arbitrage en cours concernant un droit de revanche pour Deontay Wilder. Après sa défaite en février 2020, l'ex-champion WBC réclamait déjà un rematch. Ses arguments étaient alors loin d'être crédibles, justifiant son revers par le poids de l'impressionnant costume avec lequel il était monté sur le ring, puis en accusant Fury d'avoir plombé ses gants. Ce sont d'autres arguments, plus recevables d'un point de vue juridique, qui ont fini par convaincre le médiateur de trancher en faveur du Bronze Bomber. Le Gypsy King a jusqu'au 15 septembre pour lui offrir une belle, sans quoi le titre lui sera retiré. Visiblement, Fury-Wilder sera un triptyque, dont l'ultime chapitre s'écrira à Vegas le 24 juillet. Pour Fury-Joshua, il faudra attendre. Évidemment, le champion olympique de Londres en a profité pour insulter copieusement son compatriote. S'il y avait un arbitrage, pourquoi annoncer au monde que nous allions combattre? Le combat était signé, pour l'unification. À main nue, t'es un bon gamin. Ne joue pas avec moi, Luc. Je giflerai ton crâne chauve et tu ne feras rien. T'es vraiment un gâchis. Si Joshua explique ne pas avoir été tenu au courant de l'arbitrage en cours, Fury affirme tout naturellement l'inverse. Avant de conclure, je ne parlerai pas des détails en ligne. Tu me giflerais, tocard. Viens, et essaye, abruti. Je t'attends. Je filme d'abord Wilder, puis tu vas prendre ton tarif ensuite. Du Fury dans le texte, quoi. Pour s'occuper, Joshua, qui a l'obligation de défendre au moins sa ceinture WBO, a réclamé que quelqu'un lui apporte n'importe quel combattant de calibre champion qui sait bien gérer sa carrière. Oleksandr Usyk ne demandait que ça. L'ancien roi des lourds légers, invaincu et contender numéro 1 au titre WBO, est le challenger choisi par la fédération. Le combat pourrait même concerner l'ensemble des ceintures détenues par Joshua. Nous devrions en savoir plus dans les jours à venir. Finalement, le duel promis pour la suprématie des poids lourds devient une course à 4. Une sorte de Final Four avec une demi-finale Wilder-Fury d'un côté et une autre opposant Joshua à Usyk de l'autre. Reste à savoir qui seront les deux hommes qui disputeront la grande finale. Mais bon, dans cette histoire, nous ne sommes plus à un rebondissement près. Voilà qui conclut ce 5e épisode de La Reprise. C'est le moment de vous dévoiler notre annonce. On vous le répète, et vous le savez, nous aimons mettre en avant nos boxeurs français. Par chauvinisme, un peu, mais aussi, comme le cas de Nordine Oubaali a pu nous le montrer, parce qu'il manque énormément de médiatisation. Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons sur un gros projet dans lequel on s'investit à 100%. Ce projet s'appelle KO. Il s'agit d'une série documentaire justement consacrée à certains de nos plus grands boxeurs tricolores. Attendez-vous à un casting 5 étoiles et à une production aux petits oignons. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais on espère vous avoir donné envie. Envie de continuer à nous suivre. Envie d'être au rendez-vous quand KO débarquera enfin sur la chaîne. Si c'est le cas, envoyez-nous de la force en commentaire en disant « Je veux voir KO ». Tous ensemble, nous allons prouver que les Français et même la francophonie aiment le noble art. N'oubliez pas également de nous suivre sur Instagram pour suivre toute l'actu du noble art. En attendant, on se dit à très vite parce qu'il y a des affiches vraiment lourdes qui arrivent dans les jours à venir. Vous connaissez la formule. D'ici là, boxez bien.